Qu'est-ce que fait ce petit noir avec son instrument de pacotille dans la chambre de mon mari? Hurle Élise Moreau, épouse du milliardaire Jean-Luc Moreau, âgé de 52 ans, en poussant violemment la porte de la chambre VIP qui claque contre le mur avec un bruit sourd. Sa voix, tranchante comme une lame, porte l'écho de son mépris ancestral, celui d'une femme issue de la haute bourgeoisie française, habituée à voir les immigrés comme des intrus indésirables. Ses doigts se crispent sur la poignée de son sac Hermès, les ongles vernis rouge sang enfoncés dans le cuir. Un geste réflexe quand la fureur monte, comme pour étouffer une explosion intérieure. À l'intérieur, les notes maladroites d'un trombone résonnent encore. Un son rauque et enfantin, inspiré des airs maliens traditionnels, vibrant dans l'air stérile de la pièce. Le garçon, Amadou Keïta, 7 ans, fils de la femme de ménage Mariam, sursaute mais ne lâche pas son trombone doré et cabossé, serré contre ses lèvres gonflées de par l'effort. Il souffle une dernière note hésitante qui s'étire comme un défi innocent avant de s'arrêter net. Ses petites mains tremblent sur les pistons, mais il redresse les épaules, un geste appris de sa mère pour affronter les tempêtes du quotidien. Élise avance d'un pas conquérant, sa silhouette élancée en tailleur Chanel, projetant une ombre elongated sur le lit, où gît Jean-Luc, immobile depuis 4 ans dans son coma, entouré de machines bourdonnantes qui maintiennent son empire de vie artificielle. « Sors d'ici tout de suite, espèce de gamin des rues », ordonne-t-elle, pointant un doigt accusateur vers lui. Son alliance en diamant étincelle sous les néons crus, symbole de son pouvoir absolu sur cet univers aseptisé. Amadou descend de la chaise où il s'était perché au chevet du lit, son instrument pressé contre sa poitrine, maigre comme un bouclier. Il ne pleure pas, ne fuit pas le regard. Au contraire, ses yeux noirs, grands et profonds, fixent d'Élise avec une innocence qui la met en rage, comme si ce regard perçait son armure de supériorité. Elle s'approche plus près, son parfum capiteux envahissant l'espace, et attrape le bras du garçon, une poigne ferme, pas assez pour briser, mais assez pour dominer. « Comment oses-tu entrer ici ? C'est la chambre de Jean-Luc Moreau, le milliardaire qui a bâti un empire de mode. Pas un squat pour des immigrés comme toi et ta mère. » Amadou se dégage d'un mouvement vif, surprenant pour son âge, et murmure d'une voix claire, teintée d'un accent malidou. « Maman dit que Monsieur Moreau est seul. La musique, elle réveille les âmes endormies. Je voulais juste aider. » Ces mots frappent Niepreit comme des pierres lancées dans un lac calme, simples et directs, dénués de peur. Élise rit, un rire sec et coupant qui masque le tremblement de sa main droite. Un tic nerveux qu'elle réprime depuis des années, depuis l'accident de voiture qui a plongé Jean-Luc dans ce silence éternel. Aider, avec ce bruit de sauvage, tu aidais le fils de Mariam Keïta, cet immigré qui nettoie les sols ici, n'est-ce pas? Vous autres Africains, vous pensez pouvoir vous insinuer partout avec vos superstitions ridicules. À cet instant, une infirmière surgit, alertée par les cris, ses chaussures couinant sur le linoléum froid. Élise pivote vers elle, son regard acier la clouant sur place comme une épingle. Appelez la sécurité immédiatement et dites à la direction Mariam Keïta est renvoyée sur le champ pour négligence flagrante et intrusion. Je ne permettrai pas que des gens comme des parasites venus d'ailleurs, approchent que de mon mari. L'infirmière hésite une fraction de seconde, mais Élise frappe du poing sur le cadre métallique du lit, un geste qu'elle répète dans les conseils d'administration pour imposer le silence absolu. Le métal vibre, amplifiant son autorité impitoyable. Amadou, stoïque, range son trombone dans son étui usé, ses petites épaules droites, refusant de plier sous le poids du mépris. Élise le toise, son nez pincé comme si l'air même était contaminé par sa présence, et ajoute d'une voix basse, venimeuse, «
Dégage, petit, et dis à ta mère que si elle ose protester, je la briserai. Les gens de ton genre n'ont pas leur place dans ce monde. » Le garçon sort, tête haute, ses pas légers, résonnant dans le couloir, comme un écho de résilience. Élise sent un frisson la traverser, non de remords, mais d'une irritation viscérale qui serre son estomac. Elle s'approche du lit de Jean-Luc, ajuste machinalement la couverture sur son corps inerte, ses doigts effleurant sa main froide et sans vie. 4 ans de coma, des millions dépensés en machines, et maintenant ce gosse ose prétendre le réveiller avec un trombone de bazar? Absurde. Pourtant, au fond d'elle, une ombre de doute s'insinue, comme une faille dans sa forteresse d'arrogance. Elle secoue la tête, serrant les lèvres jusqu'à ce qu'elle blanchisse, et compose le numéro de son avocat d'une main tremblante. « Antoine, venez tout de suite, nous avons un incident avec ces intrus. » Mais l'incident n'était que le début. Élise ignore que ces notes discordantes ont déjà commencé à fissurer le mur du coma autour de Jean-Luc. Pour l'instant, elle se concentre sur son triomphe, son cœur battant d'une fureur contenue, prête à écraser quiconque ose défier son règne de privilèges intouchables. « Parasite ?» répète Mariam Keïta, 45 ans, femme de ménage immigrée du Mali, en surgissant dans l'encadrement de la porte, son chariot de nettoyage heurtant le chambranle avec un clang métallique. Sa voix, grave et mesurée, tranche comme une lame calme dans le tumulte créé par Élise. Mariam ajuste son tablier bleu usé d'un geste précis, un tic qu'elle répète pour ancrer sa force intérieure, les mains calleuses serrées sur la poignée, refusant de trembler malgré la tempête qui s'annonce. Elle fixe Élise sans baisser les yeux, son regard noir imprégné de la résilience forgée par 20 ans d'exil, de jobs ingrats et de regards méprisants dans les Russes de Paris. Élise pivote, son corps tendu comme un arc, et lâche un ricanement coupant. « Oui, parasite, vous et votre gosse, comment osez-vous laisser cet enfant entrer ici ?» Elle avance d'un pas, son talon claquant sur le sol, comme pour piétiner l'intrusion. Mariam ne recule pas. Au lieu de cela, elle pose une main ferme sur l'épaule d'Amadou, le tirant doucement vers elle, un geste protecteur qui affirme leur lien indéfectible. Le garçon, son trombone toujours serré contre lui, lève les yeux vers sa mère, absorbant sa posture inébranlable. « Madame Moreau, » répond Mariam d'une voix ferme, sans élever le ton. « Mon fils n'a fait que suivre son cœur. Vous parlez de parasites, mais qui visite vraiment Monsieur Moreau? Pas vous, pas souvent. Seulement des avocats, froids comme ces machines. » Élise frappe à nouveau du poing sur le cadre du lit, le métal vibrant sous l'impact, mais Mariam reste immobile, ses lèvres pincées sont dans une ligne droite, contenant la bouffée de colère qui monte dans sa poitrine. Elle sent la chaleur monter à ses joues, mais elle la réprime, transformant la fureur en une dignité acérée. Virée pour avoir élevé un enfant curieux et bon? Elle ramasse son seau d'un mouvement fluide, l'eau savonneuse clapote légèrement, un son banal qui contraste avec la tension électrique de la pièce. Amadou murmure « Maman, je suis désolé », mais Mariam secoue la tête, un geste sec pour le faire taire, et lui serre l'épaule plus fort, transmettant sa force silencieuse. « Ne t'excuse pas, fils. Madame ici pense que l'argent achète tout, même le respect. Mais le respect, ça se gagne avec le cœur, pas avec des diamants. » Ces mots atterrissent comme des coups mesurés, directs, forçant Élise à reculer d'un demi-pas, son alliance scintillant inutilement. L'infirmière, figée près de la porte, bredouille. « Madame Keïta, la direction. » Mais Mariam l'ignore, poussant son chariot d'un geste déterminé, les roues grinçant comme un adieu grinçant. Elle se tourne une dernière fois vers Élise, son dos droit comme une lance. « Vous avez le pouvoir aujourd'hui, madame. Mais rappelez-vous, la musique et la bonté ne demandent pas la permission. Elles entrent où elles veulent,
même dans les cœurs les plus fermés. Amadou suit, ses petites jambes trottinant pour la rattraper, et une fois dans le couloir, Mariam s'agenouille à sa hauteur, ses genoux craquant légèrement sous le poids des années de labeur. Elle prend le trombone des mains de son fils, le caresse d'un doigt, calleux, et murmure « Tu as bien fait, Amadou. Dans notre pays, au Mali, on dit que la musique relie les âmes, riches ou pauvres. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça. » Le garçon hoche la tête, ses yeux brillants d'une fierté naissante, et serre la main de sa mère. Mariam se relève, pousse le chariot vers la sortie, chaque pas un acte de résistance muette. Derrière elle, Élise reste seule, avec le bourdonnement des machines. Son poing encore serré, mais une faille invisible commence à se creuser dans son assurance. Un silence lourd qui pèse sur sa poitrine, comme si les mots de Mariam avaient même planté une graine de doute qu'elle ne peut ignorer. Mariam sort de l'hôpital, l'air fraîche de Paris giflant son visage, et inspire profondément, chassant la tension accumulée. Elle guide Amadou vers le métro, lui expliquant en chemin « Le monde est dur pour nous, fils, mais on ne plie pas. On joue notre musique, on garde la tête haute. C'est comme ça qu'on survit. » Amadou sourit faiblement, serrant son instrument, et Mariam sent une vague de fierté la submerger, non pour la perte du job, mais pour cette leçon vivante qu'elle transmet. Elles descendent derrière les escaliers, le bruit de la ville engloutissant leur duo, mais dans son esprit, Mariam sait que ce n'est pas la fin. C'est un nouveau combat, forgé dans la dignité inaltérable. « Montrez-moi les enregistrements !» aboie Élise Moreau, en claquant la porte du bureau de la sécurité, son poing serré cognant contre le comptoir en plastique, laissant une marque humide de sueur. L'agent de sécurité, un homme trapu aux mains tremblantes, pianote frénétiquement sur son clavier, ses doigts glissant sur les touches de grâce, un geste maladroit qui irrite Élise, la faisant taper du pied, son talon martelant le sol comme un compte à rebours implacable. L'écran s'allume, affichant la vidéo granuleuse de la chambre VIP, et Élise se penche en avant, son souffle chaud embuant légèrement le verre, les yeux plissés pour scruter chaque pixel. Sur l'image, Amadou apparaît, escaladant la chaise avec une agilité enfantine, son trombone levé comme une arme innocente. Élise sent une pointe acide monter dans sa gorge, mais elle la ravale, serrant les mâchoires jusqu'à ce que ses dents grincent. Le garçon souffle et les notes rauques emplissent le silence enregistré. Un son qui, même à travers les haut-parleurs médiocres, vibre dans la poitrine d'Élise comme un reproche muet. Puis, l'impossible. Jean-Luc, immobile depuis 4 ans, cligne des paupières. Une fois, puis deux, ses yeux vitreux captant une lueur fugitive. Élise se raidit, son alliance cognant contre le comptoir alors qu'elle agrippe le bord, les jointures blanchies de par la pression. Le moniteur vital, visible à l'écran, montre un pic subtil dans le rythme cardiaque, une courbe qui s'élève comme un sursaut vital synchronisé avec les notes du trombone. « Arrêtez! Remontez !» ordonne-t-elle, sa voix craquelant pour la première fois, un filet de doute s'insinuant dans son ton impérial. L'agent obéit, rewinding la séquence, et Élise observe à nouveau. Le corps de Jean-Luc, ce vaisseau inerte qu'elle a gardé sous clé avec des millions et des avocats, réagit. Pas un spasme aléatoire, mais une réponse précise, comme si ses notes maladroites avaient touché une corde enfouie. Élise sent une chaleur monter à son visage, pas de colère cette fois, mais d'un malaise viscéral qui tord son estomac. Elle frappe du plat de la main sur le comptoir, un geste pour chasser le vertige, mais le doute s'accroche, comme des griffes invisibles plantées dans sa poitrine. « C'est impossible », murmure-t-elle, mais ses mots sonnent faux, écho d'une assurance qui se fissure. Elle repasse la vidéo en boucle, zoomant sur le visage de Jean-Luc, notant le léger frémissement des paupières, le bip accéléré du moniteur.
4 ans de visites sporadiques, de rapports médicaux froids. Et maintenant ce gamin, avec son instrument cabossé, provoque ce qu'aucun spécialiste n'a pu. Élise se redresse, passant une main sur son front moite, un tic rare qui trahit son trouble intérieur. Elle imagine le rire de Jean-Luc, ce son qu'elle n'a pas entendu depuis l'accident, et une lame de regret la transperce. Pas pour le garçon, pas encore, mais pour l'opportunité qu'elle a piétinée dans sa fureur. L'agent bredouille. « Madame, on appelle le médecin ?» Élise le fusille du regard, son index pointé comme une arme. « Non, pas un mot. Effacez ça si quelqu'un demande. » Mais intérieurement, elle bouillonne, son pouls martelant ses tempes comme un tambour de guerre. Elle sort en trombe, ses pas claquant dans le couloir vide, chaque écho amplifiant le chaos en elle. Le doute grandit, une ombre qui s'étend. Et si ce bruit, cette intrusion, était la clé? Élise serre son sac contre elle, les ongles enfoncés dans le cuir, mais le regret s'infiltre, rongeant son armure. Elle compose le numéro d'Antoine d'une main fébrile. « Venez. » Il y a eu une réaction, mais gardez ça pour vous. Pour la première fois, Élise sent le contrôle lui échapper, un frisson la traversant comme si les notes du trombone résonnaient encore dans ses os, éveillant un remords qu'elle refuse d'admettre. « Trouvez-la !» ordonne Élise Moreau en claquant son téléphone sur le tableau de bord de sa Mercedes, le plastique craquant sous l'impact, tandis que le moteur ronronne dans les rues étroites de Belleville. Sa voix, un fouet verbal, lacère l'air confiné de la voiture, forçant son chauffeur à accélérer, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Élise serre les accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le cuir, un geste compulsif pour canaliser le tourbillon intérieur qui la ronge depuis la vidéo. 48 heures de doute, incessant, des images de Jean-Luc clignant des yeux qui hantent ses nuits, transformant son sommeil en un champ de bataille où le regret frappe sans relâche. Elle descend place Sainte-Marthe, ses escarpins claquant contre les pavés irréguliers, ignorant les regards hostiles des passants, des immigrés comme Mariam, qui la toisent avec une méfiance palpable. Élise pousse la porte d'un café délabré, l'odeur de café brûlé et de tabac froid l'assaillant comme un reproche vivant. Elle balaie la salle du regard, son nez se plissant instinctivement, et s'approche du comptoir où une femme noire, dos tourné, essuie des verres d'un mouvement mécanique. « Vous !» lance Élise, pointant un doigt, tremblant. La femme se retourne, pas Mariam, mais une amie, Aïcha, 40 ans, serveuse aux mains abîmées par des années de labeur. Aïcha croise les bras, son tablier taché tendu sur sa poitrine, un geste défensif qui bloque Élise net. « Qu'est-ce que vous voulez ?» réplique Aïcha, sa voix basse et coupante, chargée de l'accent sénégalais qui irrite Élise comme un rappel de sa propre intolérance. Élise avance, son alliance cognant contre le zinc, et lâche « Mariam Keïta, où est-elle? Son gosse a... fait quelque chose à mon mari. Je dois la trouver. » Aïcha rit, un son sec qui ricoche sur les murs écaillés, et secoue la tête, ses dreadlocks balayant ses épaules. « Mariam, après ce que vous lui avez fait, virée comme une malpropre, allez-vous-en, madame la riche. » Élise frappe du plat de la main sur le comptoir. Un verre vacille et se brise au sol en éclats. Un chaos miroir de son esprit. « Dites-moi où je ferme cet endroit. J'ai le pouvoir. » Aïcha ne bronche pas, ramassant les débris d'un geste lent, délibéré, ses yeux plantés dans ceux d'Élise comme des dagues. « Le pouvoir, ici à Belleville, c'est nous qui décidons qui entre. Mariam travaille au marché, rue Ramponneau. Mais si vous la blessez encore... » Élise tourne les talons sans attendre la fin, son cœur battant à tout rompre, une sueur froide coulant le long de son dos. Elle marche vite, ignorant les sifflets moqueurs des jeunes adossés au mur, sentant pour la première fois le poids des regards qu'elle a toujours ignorés. Au marché,
L'odeur d'épices et de fruits pourris l'assaille, et elle repère Mariam derrière un étal, empilant des mangues d'un mouvement rythmé, ses bras musclés tendus par l'effort. Élise s'approche, essoufflée, et attrape le bord de l'étal, le bois rugueux, écorchant sa paume. Une sensation étrangère qui la fait grimacer. « Mariam !» siffle-t-elle. Mariam relève la tête, ses yeux s'écarquillant une seconde avant de se durcir, et elle pose une mangue avec force, le fruit éclatant légèrement sous la pression. « Vous, qu'est-ce que vous voulez encore? Me ruiner plus ?» Élise avale sa salive, la gorge sèche, et murmure. « Votre fils, le trombone. » Jean-Luc a réagi, pour la première fois en 4 ans. Mariam s'immobilise, ses mains tremblant sur le fruit écrasé, le jus coulant entre ses doigts. Un geste figé qui trahit le choc. Élise sent le regret la submerger, une vague acide qui brûle sa poitrine, et elle ajoute, la voix brisée. « Aidez-moi, je me suis trompée. » Mais Mariam recule d'un pas, essuyant ses mains sur son tablier. Un geste pour reprendre le contrôle. « Trompée? Vous nous avez traités comme des chiens. Pourquoi je vous aiderais ?» Élise serre les poings, les jointures craquant, et pour la première fois, une larme perle au coin de son œil. Un aveu muet qu'elle essuie rageusement. Elle suit Mariam dans une ruelle adjacente, suppliant entre ses dents, chaque mot arraché comme une dent, parce que sans vous, il reste mort. Et moi, je perds tout. Mariam s'arrête, son dos raide, et Élise sent le monde basculer, son arrogance fissurée par cette quête désespérée. « Souffle plus fort, Amadou !» commande Mariam Keïta en ajustant les pistons du trombone, ses doigts beaux calleux pressant le métal froid, un geste précis qui guide son fils dans le salon exigu de leur appartement, au 5e étage d'un immeuble décrépit de Belleville. La pièce vibre sous les notes hésitantes, un son rauque qui rebondit contre les murs craquelés, imprégnant l'air d'une mélodie malienne ancestrale, rythmée par le battement de son cœur endurci. Mariam, 45 ans, se penche sur Amadou, son tablier encore taché de jus de mangue du marché, et corrige sa posture d'un toucher ferme. Un tic maternel pour instiller la discipline, transformant chaque leçon en une arme contre l'adversité quotidienne. Amadou, cet os lent, gonfle les joues, ses petites mains glissant sur l'instrument avec une détermination farouche, produisant une note grave qui s'étire comme un appel à l'âme. Il ferme les yeux, imaginant les esprits de ses ancêtres maliens danser autour de lui, un rituel qu'il répète pour chasser les ombres de la journée. « Comme ça, maman ?» demande-t-il, sa voix essoufflée coupant le silence post-note, et Mariam hoche la tête, un sourire fugace craquelant son visage fatigué, ses rides creusées par des années de nettoyage et de survie. Elle s'assoit sur le canapé usé, ses genoux craquant sous le poids, et tape du pied pour marquer le rythme, un geste pour ancrer la tradition dans ce chaos urbain. Soudain, un coup à la porte, 3 coups secs, insistants. Mariam se lève d'un bond, son corps tendu comme un arc, et ouvre à moitié, révélant Fatou, la voisine sénégalaise, 38 ans, au bras chargé d'un bébé hurlant. « Mariam, aide-moi, s'il te plaît !» supplie Fatou, sa voix brisée par l'épuisement, et Mariam l'attire à l'intérieur d'un geste fluide, fermant la porte d'un coup d'épaule. Le bébé pleure, un cri perçant qui lacère l'air, mais Amadou, sans attendre d'ordre, pose son trombone et s'approche, ses petites mains tendues. « Joue pour lui, fils !» murmure Mariam, et Amadou souffle une berceuse douce, les notes basses enveloppant le nourrisson comme un cocon, calmant ses sanglots en un hoquet sporadique. Fatou s'effondre sur une chaise, ses épaules s'affaissant, et Mariam prépare du thé d'un mouvement efficace, versant l'eau bouillante qui siffle dans les tasses ébréchées. « Ton mari est rentré tard encore ?» demande Mariam, sa voix un filet de compassion acéré,
et Fatou hoche la tête, essuyant une larme d'un revers de main. Amadou continue à jouer, ses notes s'entremêlant avec les murmures des femmes, créant une bulle de réconfort dans cet espace confiné. La musique parle aux âmes troublées, explique Mariam à Fatou, reprenant l'instrument pour démontrer une variation, ses lèvres pincées sur l'embouchure, produisant un son pur qui fait taire le bébé complètement. Fatou soupire, son corps se détendant, et serre la main de Mariam, un geste de gratitude muette qui renforce leur lien forgé dans l'exil partagé. Plus tard, un autre coup. Cette fois, c'est Ibrahim, le vieil Algérien du rez-de-chaussée, boitant avec sa canne qui tape le sol comme un métronome. « Mariam, tes notes m'ont appelé », dit-il d'une voix rauque, et elle l'invite à entrer, Amadou cédant sa place pour que le vieil homme s'asseye. Ibrahim prend le trombone, ses doigts arthritiques tremblants, et souffle une mélodie hybride, mélangeant raï et air malien, un échange qui fait rire Amadou, ses yeux pétillants d'une joie pure. Mariam observe, son cœur se serrant d'une fierté viscérale, et tape des mains pour encourager, transformant le salon en un sanctuaire improvisé où les voisins se réunissent, leur corps fatigué revigoré par les sons. Amadou, entre deux notes, murmure. « Maman, la musique, elle guérit tout, hein? Même les riches comme Monsieur Moreau ?» Mariam pose une main sur sa tête, ses doigts emmêlés dans ses boucles, et répond d'une voix ferme. « Oui, fils, elle ne juge pas. Elle unit. Continue à jouer, c'est notre force. » Le groupe improvise, les notes s'élevant, repoussant les murs étroits, et Mariam sent une énergie renouvelée couler en elle. Non une vengeance, mais une affirmation vitale, un monde où sa bonté défie les tempêtes extérieures. Ibrahim rend l'instrument, boitant vers la sortie avec un hochement reconnaissant, et Mariam ferme la porte, son dos contre le bois, expirant lentement, prête à affronter ce qui viendra, son fils à ses côtés, comme un allié invincible. « Ouvrez cette porte !» martèle Élise Moreau, en cognant du poing contre le bois écaillé de l'appartement de Mariam, ses jointures rougissant sous l'impact, un geste désespéré qui trahit son armure fissurée. La porte s'entr'ouvre avec un grincement, révélant Mariam, debout comme un rempart, son corps bloquant l'entrée, les bras croisés en une barrière impénétrable. Élise force le passage d'un pas, son escarpin glissant sur le seuil usé, et lâche d'une voix rauque. « Je dois parler, à vous et aux gosses. » Mariam recule à peine, ses yeux noirs flamboyant d'une méfiance acérée, et claque la porte derrière elle, piégeant Élise dans l'étroit couloir intérieur. Amadou surgit du salon, son trombone à la main, ses doigts serrant l'instrument comme un talisman, et s'arrête net, ses yeux s'écarquillant face à l'intruse. « Vous êtes ici, après tout ?» siffle Mariam, sa voix un fouet contrôlé, et elle attrape l'épaule de son fils d'une main ferme, le tirant en arrière, un geste protecteur pour le bouclier contre cette tempête revenue. Élise avale sa salive, la gorge serrée comme un étau, et murmure. « J'ai vu la vidéo. Jean-Luc, il a bougé. À cause du trombone, je regrette. Mais là faut mon geste. » Ses paroles sortent hachées, chaque syllabe arrachée comme une dent, son alliance cognant nerveusement contre son sac. Mariam rit, un son amer qui ricoche sur les murs, et croise plus fort les bras, ses muscles tendus sous le tissu fin de sa blouse. « Regrettez ? Vous nous avez jetés comme des déchets. Pourquoi je croirais une femme comme vous ?» Élise avance d'un pas, son souffle saccadé, heurtant l'air chargé, et sort un téléphone de sa poche, ses doigts tremblants sur l'écran pour lancer la vidéo. Les notes du trombone emplissent l'espace confiné, et Amadou tend l'oreille, ses petites mains crispées, reconnaissant son propre son. Sur l'image, Jean-Luc cligne des yeux, un mouvement subtil mais irréfutable, et Mariam se fige, sa poitrine se soulevant en un halètement retenu.
Voyez, insiste Élise, sa voix craquant sous le poids de l'aveu. Amadou s'avance, ses yeux brillants d'une excitation contenue, et souffle une note brève sur son trombone, comme pour tester l'air, un geste spontané qui fait sursauter Élise. L'âme écoute, murmure le garçon, et Mariam le fait taire d'un regard, mais Élise sent une lame de vulnérabilité la transpercer, son poing se serrant instinctivement. Laissez-le recommencer, à l'hôpital, et je vous trouve un nouveau job. Meilleur, c'est ma condition. Non, ma supplique. Mariam hésite, ses lèvres pincées en une ligne dure, et Élise ajoute, la voix basse. Sans lui, Jean-Luc reste prisonnier. Aidez-moi, et je répare. Mariam expire lentement, ses épaules s'affaissant légèrement, et hoche la tête, un accord arraché comme une victoire amère. D'accord, mais à mes conditions, Amadou joue sans vos interruptions, et vous reconnaissez votre faute publiquement à la direction. Élise acquiesce, son menton tremblant, et tend la main, un geste hésitant que Mariam ignore, préférant serrer son fils contre elle. Soudain, Amadou joue une séquence plus longue, ses notes s'élevant comme une preuve vivante, et Élise sort un dossier de son sac, ses doigts glissant sur une photo jaunie qui tombe au sol. Mariam la ramasse, ses yeux s'écarquillant. Jean-Luc, jeune, un trombone à la main, aux côtés d'un homme noir âgé, l'arrière-grand-père d'Amadou, un musicien de rue à Paris. C'est mon grand-père, souffle Mariam, ses doigts dansent tremblants sur l'image, et Élise se penche, son souffle coupé. Jean-Luc jouait avec lui, dans les rues de Montmartre. Amadou touche la photo, ses yeux pétillants, et Élise sent un vertige la saisir, son monde basculant, ce lien caché, un fil reliant leur passé à l'accident suspect de Jean-Luc. Mariam serre la photo contre sa poitrine, ses yeux durcissants. Ça change tout. Quelqu'un a voulu effacer ça. Élise hoche la tête, son poing se desserrant pour la première fois. Un pacte scellé dans ce couloir étouffant, ouvrant la porte à une traque impitoyable. « Effacez cette photo immédiatement !» rugit Antoine Duval, 60 ans, avocat d'affaires et cousin éloigné d'Élise, en arrachant le cliché jauni des mains de Mariam, ses doigts dits noueux froissant le papier comme pour broyer un secret. Sa voix, un grondement bas et menaçant, emplit le couloir de l'appartement, forçant Élise à reculer d'un pas, son dos heurtant le mur froid. Antoine avance, sa silhouette massive en costume sur mesure, projetant une ombre suffocante, son alliance en or cognant contre sa poitrine, alors qu'il serre le poing, un tic agressif qu'il répète pour imposer sa domination, comme dans les salles de tribunal où il écrase les témoins. Mariam récupère la photo d'un geste vif, ses ongles s'enfonçant dans le poignet d'Antoine, le forçant à lâcher prise avec une force surprenante forgée par des années de labeur. « Touchez-moi encore, et je crie !» siffle-t-elle, sa voix un lame affûté, protégeant Amadou derrière elle d'une main tendue. Le garçon, trombone serré contre lui, souffle une note discordante par réflexe, un son strident qui perce l'air tendu, faisant grimacer Antoine. Élise, la gorge nouée, intervient. « Antoine, qu'est-ce que vous faites ici? Comment saviez-vous » Mais il la coupe d'un regard glacial, ses yeux plissés comme des fentes, et arrache son téléphone de sa poche, ses doigts pianotant furieusement pour effacer un message, un geste paniqué qui trahit sa peur enfouie. « Vous fouillez dans le passé de Jean-Luc avec cette immigrée » crache-t-il, pointant Mariam d'un doigt, accusateur, son haleine chargée de cognac heurtant son visage. Mariam ne fléchit pas, redressant les épaules, son tablier tendu sur sa poitrine comme une armure. « Ce passé vous concerne, hein? Votre cousin est avec mon grand-père, musicien de rue. Qu'avez-vous caché ?» Antoine rit, un son guttural qui masque le tremblement de sa main, et s'approche plus près, son souffle chaud sur le visage d'Élise. « Rien qui vous regarde. Jean-Luc est dans le coma à cause d'un accident.
pas de mes affaires. Mais si vous creusez, je ruine tout. L'empire mode, vos parts, tout. Il frappe du plat de la main contre le mur, le plâtre s'effritant légèrement, amplifiant sa menace. Élise sent une sueur froide couler le long de son échine, ses doigts agrippant son sac comme une bouée, mais elle riposte. Vous mentez, cette photo. Jean-Luc jouait avec lui avant l'Empire. Vous étiez là, cousin. Qu'avez-vous fait? Antoine pivote vers elle, son poing se serrant jusqu'à ce que les veines saillent, et siffle. J'ai protégé la famille. Jean-Luc gaspillait avec ses musiciens des rues, ses déchets. J'ai pris les rênes quand il a chuté. Manipuler les comptes, oui, pour sauver l'entreprise. L'accident, un mal nécessaire. Ces mots tombent comme des coups, révélant la trahison brute, et Mariam attrape Amadou, le poussant vers le salon d'un geste protecteur. Amadou, terrifié mais curieux, souffle une note basse sur son trombone, un son grave qui vibre dans l'air, faisant vaciller Antoine une seconde. Une faille dans son armure de brute. « Silence, gosse !» aboie-t-il, avançant vers le garçon, mais Mariam s'interpose, son corps un mur vivant, ses yeux flamboyants. « Touchez-le, et je vous détruis. Avec cette photo, on va à la police. » Antoine recule, son front perlant de sueur, et pointe Élise. « Toi, tais-toi, ou je révèle tes petits deuils secrets, tes magouilles fiscales pour garder le contrôle pendant le coma. » Élise blêmit, ses lèvres tremblant, et Antoine tourne les talons, claquant la porte derrière lui, le bois vibrant comme un écho de sa fureur. Mariam serre la photo contre elle, ses doigts tremblants maintenant, et murmure à Élise. « Il est impliqué, dans l'accident. On creuse plus profond. » Élise hoche la tête, son poing se desserrant lentement. Une alliance naissante forgée dans cette confrontation, mais Antoine, dehors, compose un numéro d'une main fébrile. Préparez les documents, elles approchent moins trop. Son cœur bat la chamade, la menace grandissante, un filet de peur serpentant dans ses veines pour la première fois. « Ouvrez ce coffre !» ordonne Élise Moreau, en cognant du poing contre le métal rouillé d'un vieux casier dans le sous-sol poussiéreux d'un club de jazz abandonné à Montmartre, ses jointures saignant légèrement sous l'impact. Sa voix, un cri étouffé par l'humidité ambiante, force Mariam à insérer une clé volée. Un geste précis, ses doigts calleux tournant avec une expertise née de survie, déverrouillant le loquet qui cède dans un grincement sinistre. Amadou, tapi dans l'ombre, serre son trombone contre sa poitrine, ses petites mains tremblant, mais il souffle une note basse pour tester l'écho. Un son qui rebondit contre les murs suintants, comme pour invoquer les fantômes du passé. Élise arrache le couvercle, ses ongles cassant sur le bord, et fouille frénétiquement, sortant un journal jauni, ses pages craquant sous ses doigts. « Regardez ça !» siffle-t-elle, pointant une entrée datée de 30 ans. Jean-Luc, jeune et rebelle, notant des répétitions avec le grand-père de Mariam, des noms de rues, des accords de jazz. Mariam arrache le journal, ses yeux dévorant les lignes, sa poitrine se soulevant en un halètement retenu. Il mentionne Antoine, déjà là, comme un ombre. A veut stopper les nuits, folle. Amadou touche le papier, ses doigts laissant une trace innocente, et murmure. Maman, c'est comme une carte au trésor. Elles sortent en trombe, Élise claquant la porte derrière elle, le métal vibrant comme un avertissement. Dans la rue, sous une pluie fine qui colle leurs vêtements, elles marchent vers un bar voisin, Mariam poussant Amadou devant pour le protéger. Élise compose un numéro d'une main fébrile, appelant un ancien musicien, Louis, 80 ans, qui ouvre sa porte d'un geste arthritique, sa canne tapant le sol comme un métronome accusateur. « Entrez !» grogne-t-il, son souffle rauque coupant l'air chargé de tabac. Mariam s'assoit en face, ses genoux cognant la table basse, et brandit la photo. « Vous connaissez cet homme, avec Jean-Luc ?» Louis attrape la photo d'une main tremblante,
ses yeux plissés derrière des lunettes épaisses, et frappe sa canne contre le plancher. Un tic pour raviver les souvenirs. Oui, le Malien, virtuose du trombone. Jean-Luc jouait avec lui, des nuits entières. Antoine haïssait ça, jaloux comme un serpent. Il a forcé Jean-Luc à arrêter, menaçant de couper les fonds familiaux. Élise se penche, son souffle chaud sur le visage du vieil homme, et presse. Et l'accident? Antoine impliqué? Louis hoche la tête, sa canne tapant plus fort, et sort un vieux reçu froissé de sa poche. Regardez, paiement à un chauffeur, signé A. Duval, la veille de l'accident. J'ai gardé ça, au cas où. Mariam saisit le papier, ses doigts dans le serrant jusqu'à le froisser, et Amadou, curieux, souffla une note aiguë sur son trombone, faisant sursauter Louis qui rit d'un son cassé. Le gosse a le feu, comme son aïeul. Elle de part, Élise fourrant le reçu dans son sac, ses doigts tremblants de rage contenue. Au bureau d'Antoine, infiltré de nuit, Mariam crochette la serrure d'un geste expert, ses outils cliquetant comme des dents, tandis qu'Amadou monte la garde, son trombone prêt à sonner l'alarme. Élise fouille les dossiers, sortant des relevés bancaires, ses yeux dévorant les chiffres. Transfert suspect vers un compte offshore, daté du jour de l'accident. Voilà, s'exclame Mariam, arrachant un contrat, ses mains tremblant sur le papier. Antoine engageant un chauffeur pour surveiller Jean-Luc, avec une clause cachée pour un incident. Amadou touche le document, ses yeux grands ouverts, et souffle d'une mélodie triomphante, les notes s'élevant comme une victoire naissante. Élise sent une bile monter, son poing se serrant sur le dossier, réalisant la profondeur de la trahison. Elle fuit, la pluie battant leur visage, Mariam serrant Amadou contre elle, ses pas accélérés martelant le pavé. Antoine a payé pour l'accident, murmure Élise, sa voix brisée par la révélation, et Mariam hoche la tête, ses yeux durcissants. On le coince maintenant. Avec ça, il tombe. Amadou joue une note finale, un son grave qui scelle leur pacte, propulsant l'enquête vers l'abîme. « Regardez ça !» s'exclame Élise Moreau, en arrachant un dossier caché du fond du tiroir d'Antoine, ses doigts tremblant sur les pages jaunies, un geste frénétique qui déchire le silence de son bureau désert. La lampe de bureau vacille sous l'impact, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de contrats, et Élise étale les documents sur la table, ses ongles cassés raclant le bois verni. Mariam se penche, ses yeux dévorant les lignes, sa poitrine se soulevant en un halètement saccadé, tandis qu'Amadou, caché derrière un fauteuil, serre son trombone, ses petites mains prêtes à souffler une alarme instinctive. Le premier feuillet révèle un contrat daté de 30 ans, Antoine, alors jeune associé, signant un accord pour évincer le grand-père de Mariam, musicien immigré, du partenariat naissant avec Jean-Luc. « Il l'a viré !» siffle Mariam, ses doigts crispés sur le papier jusqu'à le froisser, un geste de rage contenu qui fait craquer ses jointures. Élise tourne la page, son souffle court, heurtant l'air chargé, et tombe sur des notes manuscrites. Le Malien distrait Jean-Luc, doit l'éliminer pour prendre le contrôle, jaloux de son talent, de son ascension. Antoine, gribouillant sa haine, avouant sa jalousie viscérale envers Jean-Luc, ce cousin qui brillait trop, qui transformait des nuits jazz en empire mode. Mariam frappe du plat de la main sur la table, le bois vibrant sous l'impact, et pointe une ligne. « Regardez, il a payé pour le silence du grand-père, l'a forcé à partir pour le Mali. Et ça, des transferts vers Antoine après l'accident. Il a volé des millions. » Élise sent une bile acide monter, son estomac se tordant comme un nœud serré, et elle arrache une facture. Paiement mensuel à un compte suisse, masqué comme The Consultation, mais daté du coma de Jean-Luc. Il a profité. Pendant que Jean-Luc pourrissait, il siphonnait l'Empire, par jalousie pure. Ses mots claquegnatent comme des gifles, et Mariam hoche la tête, ses lèvres pincées,
en une ligne amère, ses yeux flamboyants d'une justice ancestrale. Amadou s'avance, ses pas légers craquant sur le parquet, et touche le dossier, ses doigts laissant une trace innocente sur l'encre fanée. « C'est mal, hein, voler la musique et l'argent ?» murmure-t-il, et Élise, pour la première fois, pose une main sur son épaule, un geste hésitant qui la fait trembler, reconnaissance muette de ce lien brisé par Antoine. Mariam fouille de plus profond, sortant un email imprimé. Antoine ordonnant au chauffeur d'arranger l'accident pour éliminer la menace, citant la jalousie envers le succès de Jean-Luc, qui l'avait relégué à l'ombre après avoir découvert ses magouilles initiales. Il était partenaire, mais Jean-Luc l'a évincé pour corruption. Antoine a riposté en le faisant plonger dans le coma. Pour tout prendre. Élise s'effondre sur une chaise, ses genoux fléchissants, et serre les accoudoirs jusqu'à ce que le cuir craque, une sueur froide coulant sur son front. Mon propre cousin, il m'a manipulé, a utilisé mon deuil pour voler. Mariam ramasse les preuves, les empilant d'un geste méthodique, ses mains stables malgré la tempête intérieure, et murmure « C'est plus qu'un vol, c'est une trahison familiale, raciale. Il haïssait mon grand-père pour sa peau, son talent immigré qui aidait Jean-Luc à briller. » Amadou souffle une note grave sur son trombone, un son funèbre qui emplit la pièce, comme un requiem pour les illusions brisées. Élise se relève, son poing se serrant sur les documents, une détermination nouvelle durcissant son regard. On l'affronte avec ça, il tombe. Mariam acquiesce, serrant le dossier contre sa poitrine, ses doigts blanchis par la pression, et elles sortent, en silence, Amadou suivant, son instrument comme une arme. La révélation pèse, un poids écrasant qui transforme leur alliance en une force implacable, prête à déchaîner la justice sur Antoine. « Sortez de ma maison !» rugit Antoine Duval en claquant la porte du bureau de la Villa Moreau, le verrou tournant d'un clic sec qui emprisonne Mariam à l'intérieur, son corps massif bloquant la sortie comme un mur vivant. Sa voix, un tonnerre bas, fait vibrer les vitres, et il avance d'un pas lourd, son poing serré cognant contre sa paume, un tic menaçant pour intimider, comme dans les négociations où il brise les volontés. Mariam, dos au mur, sent son cœur marteler sa poitrine, mais elle redresse le menton, ses mains crispées sur le dossier volé, refusant de fléchir sous son regard assassin. « Vous avez causé l'accident de Jean-Luc, par jalousie, » accuse-t-elle, sa voix un lame affûté, brandissant les papiers comme une arme. Antoine arrache le dossier d'un geste brutal, ses doigts noueux froissant les feuilles, et le jette au sol, piétinant les preuves d'un talon rageur. « Silence, vous une immigrée, osez fouiller mon passé. » Il sort un pistolet de son tiroir, le métal froid luisant sous la lampe, et le pointe vers elle, son index tremblant sur la détente, une menace palpable qui fait suer son front. Mariam recule d'un pas, son dos heurtant une étagère, des livres tombant en cascade, mais elle fixe l'arme sans ciller, sa respiration contrôlée, transformant la peur en acier. Amadou, caché dans le couloir adjacent, entend le tumulte et se faufile par une fenêtre entrebâillée, ses petites jambes courant dans le jardin obscur, son trombone abandonné derrière lui. Il trébuche sur une racine, ses genoux saignants, mais se relève d'un bond, ses mains tremblant sur son téléphone volé à Mariam, un geste désespéré pour appeler Élise. « Maman, en danger! Venez vite !» halète-t-il dans le combiné, sa voix enfantine craquant sous la panique, tandis que la pluie commence à tomber, mouillant son visage en larmes silencieuses. À l'intérieur, Antoine s'approche plus près, son souffle chaud et alcoolisé heurtant le visage de Mariam. « Vous auriez dû rester à votre place, nettoyant les sols. Jean-Luc m'a volé ma gloire, avec ce musicien noir qui l'inspirait. J'ai tout arrangé. Le chauffeur, les freins sabotés, pour reprendre l'empire. » Ses aveux sortent en rafale, chaque mot un coup de feu verbal,
et il presse le canon contre l'épaule de Mariam, la forçant à genoux. Elle grimace, la douleur irradiant dans son bras, mais riposte d'une voix ferme. « Vous tombez avec moi, Élise, c'est tout. » Antoine rit, un son guttural qui masque sa peur, et frappe le mur du poing, le plâtre s'effritant. Mariam attrape un vase du bureau d'un geste vif, le brisant sur le bras d'Antoine, le verre éclatant en éclats qui entaille sa peau. Il hurle, lâchant l'arme qui glisse au sol, et elle la ramasse d'une main tremblante, la pointant vers lui. « Reculez !» ordonne-t-elle, son doigt sur la détente, la sueur coulant dans ses yeux. Antoine recule, son dos contre la porte, son poing serré sur sa blessure sanglante, une grimace tordant son visage. Amadou, dehors, entend le bruit et court vers la route, son cri perçant la nuit. « Aidez-nous !» Élise, alertée, accélère sa voiture, ses pneus crissant, arrivant juste à temps pour forcer la grille. Mariam tient bon, l'arme ferme, son cœur battant comme un tambour de guerre, transformant la peur en une résistance farouche contre ce monstre de trahison. Antoine halète, piégé, son empire de mensonges sur le point de s'effondrer sous le poids de cette confrontation mortelle. « Joue, Amadou !» hurle Élise Moreau en fracassant la porte de la villa d'un coup d'épaule, son corps projeté en avant, heurtant Antoine qui titube, son pistolet glissant de sa main blessée. Amadou, essoufflé par sa course, lève son trombone d'un geste vif, ses lèvres pressées sur l'embouchure, et souffle une note stridente qui lacère l'air, un son discordant qui fait chanceler Antoine, ses oreilles bourdonnantes. Mariam, l'arme encore pointée, profite du chaos pour bondir, ses pieds cognant le sol, et assène un coup de coude dans le ventre d'Antoine. Un impact sourd qui le plie en deux, son souffle expulsé en un râle. Élise ramasse le pistolet d'un mouvement fluide, ses doigts tremblant sur la crosse froide, et le pointe vers Antoine qui s'effondre contre le mur, son poing serré sur son abdomen. « Bouge pas !» ordonne-t-elle, sa voix un fouet craquelé par l'adrénaline. Mariam fouille les poches d'Antoine d'une main ferme, arrachant une clé USB, ses ongles raclant sa peau, et la glisse dans sa poche. « Le coffre, où est-il » siffle-t-elle, et Antoine, haletant, pointe du menton vers un tableau au mur, son regard haineux flamboyant. Élise arrache le cadre d'un geste rageur, le bois craquant, révélant un coffre mural, et Mariam insère la combinaison volée plus tôt, les chiffres cliquetant comme des dents. Le coffre s'ouvre dans un clic et Élise plonge la main dedans, sortant une bande audio étiquetée « Accident preuve », ses doigts crispés sur le plastique. Mariam attrape des dossiers financiers, les pages volant dans l'air, révélant des transferts illégaux, millions détournés vers des comptes cachés, signés par Antoine pendant le coma de Jean-Luc. Voilà, les enregistrements du chauffeur, les ordres pour saboter les freins, crie Mariam, ses yeux dévorant les preuves, sa poitrine se soulevant en un triomphe amer. Amadou continue à jouer, des notes rapides comme des coups d'eau, de feu, couvrant les grognements d'Antoine qui tente de se relever, son poing frappant le sol. Soudain, Antoine bondit, arrachant le pistolet des mains d'Élise d'un revers brutal, son bras ensanglanté, heurtant son visage. Elle tombe, sa tête cognant le bureau, un filet de sang coulant de sa tempe. Mariam pivote, jetant un vase sur lui, le verre explosant contre son épaule, et attrape Amadou pour fuir vers la sortie. Antoine tire, la balle sifflant près de l'oreille de Mariam, fracassant une vitre. Elle se la course envers la voiture, Élise boitant derrière, son poing pressé sur sa plaie. « À l'hôpital, Jean-Luc doit entendre ça !» halète Élise, démarrant le moteur d'une main fébrile, les pneus crissant sur le gravier. À l'hôpital, elles sprintent dans les couloirs, Antoine les poursuivant, son pas lourd résonnant comme un tambour de mort. Mariam pousse Amadou dans la chambre de Jean-Luc, où le milliardaire,
stimulé par des sessions de trombone quotidiennes, ouvre faiblement les yeux. Amadou joue une mélodie frénétique, les notes réveillant Jean-Luc davantage, ses doigts tremblants sur les draps. Antoine surgit, pistolet levé, mais Élise le plaque au sol d'un tackle désespéré, son corps heurtant le sien dans un choc sourd. Mariam arrache l'arme, la pointant vers lui, ses doigts stables sur la détente. « C'est fini !» crie-t-elle, tandis que Jean-Luc, éveillé, murmure d'une voix rauque. « Antoine, traître !» Les preuves en main, elles le maintiennent, le chaos culminant en une victoire sanglante. Jean-Luc clignant des yeux, revitalisé par la musique et la vérité explosive. « Mesdames, messieurs, l'Empire Moreau est entre de bonnes mains », proclame Antoine Duval, en cognant du poing sur la table de conférence, le bois résonnant sous l'impact, face à une assemblée d'actionnaires, hauts de regards avides. Sa voix, un tonnerre fin de confiance, masque le tremblement de sa main serrée, un tic qui trahit sa peur rampante, tandis que les projecteurs aveuglants illuminent son visage suant. Élise, cachée dans l'ombre d'une porte latérale, serre l'épreuve contre sa poitrine, sa plaie à la tempe bandée, pulsant comme un rappel brûlant. Mariam, à ses côtés, ajuste son manteau d'un geste ferme, ses doigts crispés sur la clé USB, prête à frapper. Antoine poursuit, son alliance cognant contre le micro. Jean-Luc reste inapte et je propose une restructuration totale, mais par majoritaire. Un murmure approbateur monte, mais Élise surgit, claquant la porte derrière elle, son pas martelant le sol comme un verdict. « Mensonge !» hurle-t-elle, brandissant les dossiers, les pages volant dans l'air. Les actionnaires se figent, leurs chaises grinçant, et Antoine pivote, son poing se serrant jusqu'aux jointures blanches. « Toi, avec cette intruse, sortez !» Mariam avance, sa voix tranchante. « Écoutez ça !» Elle insère la clé USB dans l'ordinateur, ses doigts cliquetant sur le clavier, et la bande audio démarre, la voix d'Antoine ordonnant le sabotage des freins, avouant sa jalousie, ses vols. Les mots crachent des haut-parleurs. « Jean-Luc me vole la gloire. Éliminez-le !» Les actionnaires halètent, des chaises basculent, et Antoine bondit, arrachant le câble d'un geste brutal, le plastique craquant. « Faux, manipulation !» rugit-il, son poing d'arme frappant la table, renversant des verres qui éclatent au sol. Élise pointe l'arme récupérée, cachée dans son manteau, sa main stable malgré la douleur. « Arrêtez, ou je tire !» Mariam étale les relevés bancaires, ses mains tremblant de rage. « Millions volés, contrats falsifiés. Vous avez payé pour le coma de Jean-Luc, par pure haine. » Les actionnaires murmurent. Des téléphones sortent pour filmer, et Antoine recule, son dos heurtant le mur, son poing cognant futilement contre sa cuisse. Preuve de forger, cet immigré ment. Soudain, la porte s'ouvre en grand, et Jean-Luc entre, soutenu par Amadou, son corps frêle mais droit, ses yeux clairs pour la première fois en 4 ans. « Antoine, traître !» murmure-t-il d'une voix rauque, chaque mot un coup de poignard, stimulé par les sessions quotidiennes de trombone qui l'ont arraché au vide. Amadou souffle une note victorieuse, le son vibrant dans la salle, faisant chanceler Antoine. Les actionnaires explosent en cris, des gardes surgissent pour l'immobiliser, ses poignets cognant contre les menottes. Jean-Luc s'avance, sa main tremblante pointant son cousin. « J'ai entendu. Tout. Vos aveux, vos vols. Vous m'avez enterré vivant pour mon empire. » Antoine s'effondre à genoux, son poing ouvert en supplication vaine, des larmes coulant sur son visage tordu. Élise range l'arme, ses épaules s'affaissant en un soulagement viscéral, et Mariam serre Amadou contre elle, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. Les actionnaires applaudissent, le chaos se muant en justice. Antoine traîné dehors, son règne brisé en un latte chaos retentissant.
Jean-Luc hoche la tête vers Mariam. Un merci muet scellant leur victoire, la salle vibrant encore des notes du trombone comme un hymne à la vérité révélée. « Coupable !» tonne le juge, en abattant son marteau sur le bois poli du tribunal, le son résonnant comme un glas final dans la salle bondée, forçant Antoine Duval à s'effondrer sur son banc, ses poignets menottés, cognant contre la barre. Sa voix, un murmure brisé, supplie « Non, c'était pour l'Empire !» Mais les gardes l'empoignent d'un geste brutal, leurs mains serrant ses épaules, le traînant vers la sortie, tandis que son costume froissé traîne au sol. Élise Moreau, assise au premier rang, serre les accoudoirs jusqu'à ce que ses ongles entaillent le bois, une sueur froide coulant sur son front, un aveu intérieur de sa complicité passée, transformant son soulagement en une lame de culpabilité. Le juge énonce la sentence d'une voix implacable. 20 ans de prison pour tentative de meurtre, fraude et détournement. Banni de tout rôle dans l'Empire Moreau. Remboursez les millions volés ou saisissez vos biens. Antoine hurle, son poing frappant l'air vainement, mais les portes se referment sur lui, étouffant ses cris dans un silence pesant. Mariam Keïta, debout près d'Élise, croise les bras, ses muscles tendus relâchant enfin, un soupir profond expulsant la tension accumulée. Justice pour son grand-père, pour Jean-Luc, pour tous les immigrés piétinés par des hommes comme lui. Jean-Luc, encore faible mais dressé sur ses béquilles, s'avance vers le pupitre, sa main tremblante serrant le micro. « Antoine, mon cousin, vous avez empoisonné notre famille par jalousie. Mais aujourd'hui, les chaînes se brisent. » Les actionnaires, dans la galerie, murmurent leur approbation, des contrats déchirés symboliquement sur la table, purgeant l'empire des traces de corruption. Élise se lève, ses genoux fléchissant légèrement, et s'approche de Mariam, tendant une main hésitante que celle-ci accepte d'un geste ferme. Un pacte scellé, ses doigts serrés transmettant un regret sincère. « J'ai fermé les yeux sur vos préjugés. » Avoue Élise, sa voix craquant pour la première fois en public. « Et sur les miens. Pardon. » Mariam hoche la tête, ses yeux secs mais brillants, et serre Amadou contre elle, le garçon levant son trombone comme un trophée muet. Le juge conclut. L'Empire est restitué à Jean-Luc Moreau. Tous les nœuds, les transferts illégaux, les sabotages sont résolus. Les victimes, comme la famille Keïta, recevront une réparation. Jean-Luc signe les papiers d'un tréteau ferme, sa main ne tremblant plus, redistribuant les fonds volés. Indemnisation pour Mariam, bourse pour Amadou, nettoyage total des comptes. Élise, les larmes coulantes enfin, murmure à Jean-Luc « J'ai été aveugle, par peur de perdre le contrôle. Mais maintenant, on reconstruit. » Les gardes emportent d'Antoine, ses derniers regards haineux se brisant contre le mur de justice, et la salle se vide, laissant un écho de résolution. Mariam expire lentement, serrant le dossier clos contre sa poitrine, sentant le poids des chaînes ancestrales se lever, plus de secrets, plus de trahisons enfouies. Jean-Luc pose une main sur l'épaule d'Amadou. « Ton musique a tout déclenché. Merci. » Le garçon sourit, une note joyeuse s'échappant de son instrument, scellant la purge, ouvrant la voie à une renaissance sans ombre. Élise, pour la première fois, embrasse Mariam, un geste maladroit mais vrai, effaçant les barrières, tandis que la justice, implacable, referme le chapitre des mensonges. « Signez ici », commande Jean-Luc Moreau, en poussant le contrat sur la table du salon familial, son stylo cognant contre le verre, un geste ferme qui marque son retour à la vie, ses doigts encore tremblants du coma, mais animés d'une vigueur nouvelle. Élise, à ses côtés, serre les accoudoirs du fauteuil, ses ongles enfoncés dans le cuir, un tic pour contenir les larmes qui montent, remords pour ses préjugés passés, transformés en une soif de rédemption. Mariam Keïta, assise en face,
hésite une seconde, ses mains calleuses de planant sur le papier, avant de signer d'un trait net, ses jointures blanchies de par la pression, scellant un pacte inattendu. Jean-Luc se lève, ses béquilles cognant le sol, et s'approche de Mariam, son corps penché pour une étreinte maladroite. Grâce à votre fils, à sa musique, je respire à nouveau. Amadou, debout près de sa mère, lève son trombone, soufflant une note joyeuse qui vibre dans l'air chargé d'émotion, ses lèvres gonflées de par l'effort. Élise suit, ses pas hésitants claquant sur le parquet, et tend une enveloppe épaisse, pour réparer. Un fonds pour les enfants immigrés, des cours de jazz et de musique africaine. Vous dirigez, Mariam. Amadou, notre ambassadeur. Mariam attrape l'enveloppe, ses doigts tremblants sur le sceau, et murmure. Pourquoi moi? Après tout ce mépris. Jean-Luc s'assoit lourdement, son souffle court heurtant l'air. Parce que votre bonté a brisé mes chaînes, mes nuits avec votre grand-père. Antoine les a effacées. Par haine, je rachète ça, des millions pour des écoles, des instruments. Pour que d'autres Amadou réveillent un des âmes. Élise, la voix brisée, ajoute « J'ai été aveugle, cruel. Vos origines, je les ai piétinées. Ce fonds, c'est mon expiation. Dirigez-le, formez ces enfants. » Mariam hoche la tête, ses yeux brillants d'une fierté naissante, et serre Amadou contre elle, ses bras enveloppant son corps comme un bouclier réparé. Amadou joue une mélodie improvisée, les notes s'élevant comme une promesse, et Jean-Luc tend la main vers le garçon. « Joue pour moi, petit. Relie nos mondes. » Le son emplit la pièce, faisant vibrer les verres sur la table, et Élise, pour la première fois, joint ses mains aux leurs, un geste unificateur qui fait couler ses larmes librement. « On commence demain, » déclare Mariam, sa voix, un rock, des ateliers à Belleville, pour les oubliés comme nous. Jean-Luc signe un chèque supplémentaire, ses doigts stables maintenant, injectant des fonds pour des bourses, des studios, une échelle pour les rêves piétinés. Élise expire profondément, son corps s'affaissant en un soulagement viscéral, et murmure « Merci de pardonner. Ce fonds guérit nos blessures. » Mariam sourit faiblement, serrant le contrat contre sa poitrine, sentant une chaleur monter, non vengeance, mais espoir, un pont bâti sur les ruines de la trahison. Amadou finit sa note sur un crescendo triomphant, les vibrations scellant leur alliance, transformant la douleur en une force collective. Jean-Luc hoche la tête, ses yeux clairs. C'est le début. Pour tous les immigrés, tous les talents cachés. Ils se lèvent ensemble, les béquilles gommo de Jean-Luc cognant en rythme avec les pas de Mariam, une marche vers un avenir où la musique efface les chaînes, où l'expiation forge un legs durable. « Jouez ensemble !» commande Jean-Luc Moreau, en levant son trombone rouillé, ses doigts tremblants sur les pistons, un geste symbolique qui unit le groupe sur la place de Montmartre, où les lumières des lampadaires dansent comme des souvenirs vivants. Le vent frais de Paris balaie leurs cheveux, et Élise, à ses côtés, ajuste l'instrument emprunté, ses lèvres pincées sur l'embouchure, soufflant une note hésitante qui se mêle à celle d'Amadou, un son maladroit mais sincère, effaçant les barrières d'un passé empoisonné. Mariam, debout entre deux nœuds, tape du pied pour marquer le rythme, ses chaussures usées cognant le pavé, transformant la place en un sanctuaire improvisé où les notes s'élèvent comme une prière collective. Amadou gonfle les joues, ses petites mains glissant avec assurance, produisant une mélodie hybride de jazz parisien et d'air malien, un flux qui enveloppe le groupe comme un lien invisible. Jean-Luc ferme les yeux, son corps stabilisé sans béquille pour la première fois, sentant les vibrations réveillées des muscles engourdis, un miracle forgé par ces sessions quotidiennes qui l'ont arraché à l'abîme. Élise, les larmes coulant librement sur ses joues, souffle plus fort, ses notes se synchronisant avec celles de Mariam,
un geste d'humilité qui dissout son arrogance d'antan. C'est ça, l'unité, murmure Jean-Luc entre deux souffles, sa voix rauque portant l'écho de sa résurrection. Mariam prend le relais, ses lèvres expertes produisant un crescendo puissant, ses yeux brillants d'une fierté ancestrale, tandis que des passants s'arrêtent, formant un cercle improvisé autour d'eux, immigrés, parisiens, touristes, tous captivés par cette harmonie inattendue. Amadou improvise une variation joyeuse, ses notes dansant comme des flammes, et Jean-Luc rit, un son libre qui brise le silence de 4 ans. Regardez-nous. Un milliardaire, sa femme, une femme de ménage, un enfant. Une famille née du chaos. Élise hoche la tête, ses doigts d'argent relâchant les pistons pour applaudir, un geste qui libère son âme. J'ai appris, la musique ne connaît pas les classes ni les couleurs. Elle guérit les blessures que l'argent creuse. Mariam baisse son instrument, ses épaules droites, et déclare d'une voix ferme « Le fonds grandit, des écoles pour 100 enfants immigrés, des bourses pour Amadou, qui enseigne déjà. Mon travail de coordinatrice, c'est mon héritage. » Jean-Luc serre sa main, ses doigts entrelacés aux siens. Et moi, je retrouve mes racines jazz, loin des empires froids. Élise gère les donations humblement. Amadou joue une note finale, triomphante, et le cercle applaudit, des pièces tintant dans un chapeau improvisé. Un début pour le fond. Dans ce cercle, les leçons cristallisent. La musique dissout les injustices, transforme les préjugés dans ponts, via la bonté pure. Les 10 véritables offrent des chances aux vulnérables, pas des tours d'ivoire. Amadou reçoit sa bourse. Mariam dirige avec autorité. Jean-Luc compose de nouveau. Élise, changée, visite Belleville pour écouter. Ils s'étreignent, les trombones posés, le vent emportant leurs notes vers l'horizon. Une fin où l'espoir naît des cendres, une famille forgée au feu de la vérité, prête à inspirer Paris tout entier. Et voilà, chers auditeurs, la fin de cette histoire émouvante qui nous rappelle le pouvoir transformateur de la musique et de la bonté humaine. Qu'en avez-vous pensé? Croyez-vous que la musique puisse vraiment guérir les âmes et briser les barrières sociales? Avez-vous vécu une expérience similaire où un geste simple a changé une vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Likez si cela vous a touché. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes qui touchent le cœur. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien nous motive chaque jour. À bientôt pour une nouvelle aventure.